don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Fabrizio Masso, bienvenue au podcast. Oui, merci. Comment ça va? Ça va super bien. Ça roule bien, yes. Ouais. Parfait. Ben, je suis content de t'accueillir au podcast. Ça fait un petit bout qu'on a jasé ensemble, on a fait un petit meeting ensemble, puis là, on s'est cédulé un podcast officiellement dans le studio. Aujourd'hui, on va parler de toi, ton parcours en premier, puis ensuite, on va rentrer dans ton entreprise un petit peu plus concrètement, donc IDEA Construction. Parle-moi un petit peu plus de ton parcours, comment tu es venu à la personne que tu es aujourd'hui? Au niveau des affaires, tu veux dire? Oui, ton parcours professionnel, on va y aller pour ça. Ben écoute, moi j'ai commencé ma carrière en ébénisterie. J'avais 22 ans quand j'ai démarré mon entreprise en ébénisterie. J'ai suivi un peu les pas de mes deux grands-pères de façon tout à fait naturelle. Puis, puis j'ai fait ça pendant environ 15 ans. Ensuite de ça, j'ai fait le saut dans la construction. Puis pour moi, le saut dans la construction, c'était comme une suite naturelle un peu de ma carrière. Tu sais. Quand j'étais en ébénisterie, je travaillais beaucoup avec des entrepreneurs généraux. Et donc, je devais exécuter des projets tels que plan. Aujourd'hui, je suis entrepreneur général. J'ai ce petit plaisir fou-là de travailler avec mes ébénistes puis de pouvoir décider des choses. Tu sais. Vu que je connais bien l'industrie, j'ai fait ça pendant longtemps. Donc, c'est les réalités sur le terrain. Ben, tu sais, Quand arrive le volet finition, ébénisterie, escalier, tout ce qui est finition dans un bâtiment, là, je m'amuse. Fait que non seulement je fais de la construction, mais en plus, je continue à entretenir un peu mes connaissances en finition. Puis j'aime ça partager avec les gars aussi, d'échanger, de faire avancer un peu l'industrie en même temps. Puis en même temps, ça nous permet d'innover aussi avec les partenaires. Là. OK, c'est intéressant. Comment tu choisis des bons partenaires, justement, des bons fournisseurs, des collaborateurs? Écoute, le premier élément, c'est s'assurer que ces gens-là ont la même vision, ont les mêmes valeurs, partagent les mêmes valeurs que toi. T'sais. Ça, c'est les premières affaires. On travaille beaucoup avec des références. C'est un réseau. Tu connais-tu quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un? Ça marche beaucoup par le bouche à oreille encore? Oui, c'est ça, c'est ça. On essaie de faire travailler notre premier degré de réseau proche de nous. Puis, vu que j'ai commencé ma carrière, ma première carrière, j'avais déjà une première entreprise en ébénisterie, j'ai déjà un bagage de contacts à ce niveau-là. Fait que ça m'a permis d'aller puiser dans Puis quand tu as parti ton entreprise, comment tu t'es démarqué concrètement? T'sais, comment tu as fait pour aller faire ton démarchage, aller chercher des clients? T'sais, oui, tu avais un réseau de contacts, mais encore. J'ai commencé par contacter des designers, des entrepreneurs. J'ai commencé par faire de l'installation en ébénisterie. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Ça a amené un peu de l'eau au moulin en attendant que je me cherche un petit peu. Puis tranquillement, moi, c'est vraiment la rénovation qui me passionnait quand j'ai démarré l'entreprise. Fait que c'est sûr que les premières années, tu te cherches un peu. Tu essaies d'amener l'eau au moulin, comme je disais tantôt. Puis tranquillement, pas vite, j'ai commencé à faire de plus en plus des gros projets. Puis c'est là que vraiment j'ai trouvé ma place pour me rendre où je suis aujourd'hui. Des projets d'envergure, de la rénovation, vraiment, là, on repart à zéro. Là, On parlait d'un point pendant le meeting, c'est justement les mythes. On peut commencer par ça, justement. Les mythes que les gens ont en tête de faire affaire avec un entrepreneur général, de savoir est-ce que je me fais crosser, est-ce qu'il me fait un vrai prix, à qui on fait confiance. Ouais. Puis après, il y a un autre aspect à ça, mais on va commencer par ça. Pourquoi les gens ont cette mentalité-là? Je pense que c'est dans la culture au Québec, peut-être, comme un petit peu partout ailleurs aussi. L'entrepreneur est peut-être souvent un petit peu mal vu du public. C'est peut-être l'historique derrière tout ça. Un projet de construction, on dirait que ça avait toujours mal. C'est dans la tête des gens. C'est pas rare quand je rencontre les premières rencontres avec mes clients, ils me parlent déjà d'histoires d'horreur. Les gens se confient, là, ils disent, ils veulent être rassurés. Puis moi, je pense que la clé pour rassurer les clients, c'est vraiment de prendre le client en début de processus, puis de bâtir une relation avec ces gens-là. Puis c'est dans dans cette relation-là que la confiance se développe. Puis le client, tranquillement pas vite, il oublie que les vieilles histoires d'horreur qu'il a entendues à travers la famille, les voisins, puis tout ça, tu sais.
Fait que je pense que c'est ça, tu sais, il n'y a pas vraiment de recette magique, tu sais, tu peux pas convaincre un client de pas penser ça. Tu sais, c'est dans la culture un peu populaire, puis tu sais, peu importe où ce que tu es, que tu sois aux États-Unis ou au Québec, là, tu sais, l'entrepreneur est un peu vu de cette façon-là, en général, là. C'est-tu parce qu'il y a des coûts supplémentaires dans le sens, voici l'estimé du projet, parfait, on s'entend ça, puis là, il y a une couple de mille de plus qui se passe, là, c'était comme pas prévu. C'est-tu un peu à cause de cette perception-là que les gens ont? Ben, c'est sûr que les gens, ça fait peur, tu sais, Clairement. des extras, puis des imprévus, échéanciers qui ouais, sont jamais c'est ça. respectés, puis si l'entrepreneur nous a dit que c'était ça. Même hier, je parlais avec la blonde à mon cousin, tu sais, puis on fait des projets de rénovation chez eux à Harford, tu sais, puis là, je leur demande comment ça va, tu sais. Ils disent « Ah, ça va bien, c'est juste les fenêtres sont pas rentrées encore, tu sais. » OK, puis, ouais. mais ils se disent « Mais ils t'ont-tu donné une date de livraison, tu sais? » Non. Ils t'ont pas donné de date de livraison. Fait que, tu sais, moi, je comprends pas. Tu sais, ça me dépasse. Qu'un entrepreneur soit pas capable de donner une date de livraison à son client en début de projet. Ça, c'est-tu parce qu'il y a un manque de sérieux, de professionnalisme, de suivi, c'est quoi? Je comprends pas. C'est pas normal, tu sais. Tu signes un contrat avec un client, il faut que tu lui donnes une date, là, un échéancier, un minimum, quelque chose. Ouais. Donc, tu vois là, encore là que... Puis pourquoi le client n'a pas exigé... Pourquoi le client n'a pas exigé une date de livraison, tu sais? Fait que t'es comme dans les limbes un peu, tu sais, t'es dans le néant, tu sais, c'est pas normal, tu sais. Fait que nous autres, on n'est pas là, tu sais, puis c'est ça. C'était vraiment un processus de conception qu'on va réaliser en début, puis on va vraiment développer une relation avec le client par rapport à ça. Parle-moi un petit peu de ton processus. Donc, je suis un client, je t'approche, parfait Fabrizio. Comment on fonctionne? C'est quoi le step one, puis la première étape, la dernière étape? Ouais. Première étape, c'est idéalement, j'aime ça rencontrer les clients avant même que les dessins soient commencés. Malheureusement, les clients souvent pensent qu'il faut commencer les dessins en premier. Réaliser les plans pour permis et soumission, comme tout le monde fait, 80% de la population fait. Il faut faire entrer l'entrepreneur général dans la boucle au début du processus. Il faut qu'il participe au processus de conception. L'entrepreneur connaît les coûts, connaît les matériaux, connaît les astuces, les manières de sauver les coûts, l'échéancier. L'entrepreneur est là aussi des fois pour péter la ballonne du client, là. Puis c'est correct de la péter, la ballonne, au début. C'est là qu'il faut que ça se fasse, tu sais. Pas rendu une fois que les dessins sont finis puis que le client s'est fait vendu des rêves, tu sais. Ah, quand tu dis péter la ballonne, c'est que lui, il avait justement une idée, il avait peut-être fait affaire avec un designer, puis c'est comme c'était trop... Ben, c'est que souvent, on présente le projet du client comme tout est possible. Tu sais, on peut faire n'importe quoi. Right. On dirait qu'il n'y a pas de budget, tu sais. Mais l'entrepreneur est là aussi, pas juste pour... il est là pour s'assurer que on reste dans le budget, tu sais. Telle décision va respecter la faisabilité, tu sais, ou le budget du client, tu sais. Fait que trop souvent, les plans, le processus de conception est entamé avant même que l'entrepreneur a été mis dans le processus. Puis là, ben, tu te ramasses en période de soumission, puis le client, ben là, c'est bien trop cher. Pourquoi ci, pourquoi ça? Comment ça se fait? T'essaies-tu de me fourrer? Tu sais, c'est là qu'embarque. Tu vois ce que je m'en vais, là? Fait que pourquoi ça coûte cher de même? Ben, parce que moi, j'ai soumissionné tel que plan, tu sais. Puis nous, on les voit, les détails, ces plans, tu sais, que le client ne voit pas, tu sais. Fait que ça, ce processus-là, c'est quelque chose que nous, on veut vraiment qu'on comprenne, puis qu'on est en train de plus en plus de mettre en place. Wow. Puis, rendu sur un projet, dans le fond, c'est quoi les casse-têtes que tu veux éviter avec ton équipe? Les problématiques qui se sont peut-être passées dans le passé, que maintenant, justement, vous évitez parce que c'est bien préparé? Bien, le fait de rentrer tôt dans le processus, c'est que ça permet d'impliquer aussi des sous-traitants. Donc, les sous-traitants font partie des échanges, peuvent faire partie des meetings. On demande leur collaboration pour prendre des décisions. Par exemple, c'est le plombier, les ventilations, les gros morceaux là, dans un projet de construction. Il faut les impliquer au début. Moi, j'ai pas la science infuse. Là, je suis un généraliste. Là, fait que je vais impliquer l'équipe à la bonne place au bon moment, prendre les bonnes décisions, puis s'assurer que le rêve du client, là, il est possible. T'sais. Il est atteint. Il est atteint, exactement, d'atteindre des objectifs. T'sais. Puis je pense qu'il y a une grosse partie de s'assurer des attentes du client. Ou je pense il y a des personnes qui sont bonnes pour vendre peut-être un projet,
mais de le remettre tel quel ou de couper des coins ronds, peut-être, des fois, tu penses que le client ne le verra pas, là, mais ça peut faire mal. T'sais. Moi, je pense que tu peux mieux gérer les attentes du client comme ça dans ce type de processus intégré-là qu'arriver trop tard dans le dossier. Le client, comme je te dis, une fois que les dessins sont terminés, tu sais, juste un ordre de grandeur, là, concevoir un projet un projet d'envergure avec un client, là, avec un architecte ou un professionnel, là, c'est à peu près entre 6 mois et 1 an. Fait que le client a déjà passé une relation, a déjà passé 6 mois d'aller et venu, de modification, d'ajustement de plan, puis tout ça, de prise de décision, tout ça, avec le professionnel. Fait que là, le client s'est construit une idée de son projet, là. Puis toi, tu arrives après en période de soumission, puis tu lui dis que ça peut pas se faire, puis ça marche pas, puis ça coûte plus cher, tu sais. Fait que les attentes changent du client, là, tu sais. Si tu viens de briser un peu son élan. fait que en arrivant tôt dans le processus, c'est que comme je te dis encore une fois, c'est de créer une relation d'affaires, une relation de confiance, mettre le client de son bord, lui faire prendre conscience aussi d'autres solutions importantes de la construction, comme la revalorisation des matériaux, l'économie circulaire. Ça peut être un point de vendeur quand tu discutes avec le client. C'est comme, vous faites ça, prenez le temps. C'est ça. Donc, quand tu arrives tôt, tu es plus en mesure de vendre un peu ton produit, tes solutions aux clients. Puis le client a le temps de le digérer aussi. Donc, le temps d'y penser, tout ça. Et puis tu sais, c'est un travail collaboratif. Là. On n'est pas là pour mettre de la pression à personne. Tu sais. On est là pour expliquer. Puis après ça, ben si le fit est bon dans le début de processus, ben si la connexion est là, ben après ça continue. Là, tu as touché un point important qu'on va parler plus tard dans l'entrevue, qui est la revalorisation des matériaux. Rendu en novembre 2025, où on fait l'entrevue, vous avez travaillé sur combien de projets jusqu'à maintenant? Overall, les projets, ben écoute, je les ai pas comptés, mais un chiffron, on en a des dizaines. Là. Ça peut-être, je sais pas, au moins une cinquantaine de projets, c'est pas plus. Ça. Quel projet que tu es le plus fier? Le projet dont je suis le plus fier, je te dirais que c'est un projet qu'on a fait. On a fait un agrandissement de shoebox. D'ailleurs, on en fait plusieurs des agrandissements de shoebox. On est comme spécialisé là-dedans. Le dernier qu'on a fait sur la 3e avenue à Montréal. 3e avenue? Ouais, c'est la 3e avenue dans le quartier Rosemont. C'est là que j'habite. Ben voyons donc. Dans quelle rue? Ben je veux dire, mais moi je suis maçon 3e. Entre Bellechasse et Beaubien. Oh my God. C'était quoi le bâtiment? C'est une shoebox. OK. Ouais, on a rajouté un étage. OK. Pour l'audience, c'est quoi un shoebox? Excuse. Ben, un shoebox, c'est des maisons à un étage. Okay. Ça a une façade particulière avec une couronne particulière aussi. Ils sont souvent enclavés entre deux bâtiments plus hauts. Puis on les appelle shoebox parce que c'est comme une boîte à souliers. Là, c'est enclavé entre deux bâtiments. Puis ils sont répertoriés à Montréal. Il y a différentes catégories parce qu'ils veulent quand même les conserver. Là. Il y a beaucoup de démolitions dans le passé. Puis de plus en plus, ça fait longtemps, là, les gens achètent souvent ce type de bâtiment-là pour acheter un étage parce que ça se fait quand même relativement bien. Là, c'est très bien accepté par la ville. Acheter un deuxième étage. Exact. Fait que là, OK, mais c'est un beau projet, mais au niveau légal avec la ville, la structure, il faut que tu vois l'interruption, ça doit être assez un point important, là, évidemment. C'est ça. Ben, on travaille avec les architectes, ingénieurs, puis il n'y a pas de souci là-dessus. Okay. Puis, mais c'est intéressant. C'est drôle. Mais pour répondre à ta question, je suis particulièrement fier de ce projet-là parce qu'on a commencé à inculquer, pas inculquer, mais à mettre en place des normes plus performantes, des principes, en fait, là, je voudrais dire, des produits plus performants. On a travaillé avec des panneaux de fibre de bois, on a travaillé avec des panneaux de fibre de bois qui est un produit quand même assez écologique, là. Et puis, on a parlé avec de la laine de chanvre aussi qu'on a installée comme isolant thermique dans les murs. Puis c'est ça, on a mis vraiment en place des principes performants, puis des membranes plus performantes. On a travaillé des détails encore de façon plus importante aussi sur le bâtiment. On a fait un test d'air aussi, puis ça s'est avéré qu'on a vraiment atteint un objectif intéressant. Puis
pour moi, livrer un bâtiment aussi, il faut que ça soit performant. Ouais. Pas juste maintenant, mais dans le futur aussi. T'sais. Quand tu parles de performance, veux-tu élaborer là-dessus? C'est-tu au niveau écologique, sauver de l'électricité, de la chaleur, c'est quoi un peu? Toutes ces réponses. C'est exactement ça, OK. C'est ça. Toutes ces réponses, on parle beaucoup d'économie d'énergie de plus en plus aujourd'hui avec l'électrification là, qui se passe un peu aussi au Québec. Il faut s'assurer qu'on a un bâtiment qui est le moins énergivore possible. Et penser à la résilience aussi. Travailler avec des matériaux appropriés au bon endroit, bien les marier avec les autres matériaux sur place. Un bâtiment, c'est complexe aujourd'hui. C'est plus comme les bâtiments d'autrefois, là, où on mettait un bâtiment de maison pièce sur pièce, puis l'air rentrait, l'air sortait comme bon lui semblait. Là. Right. C'est compliqué un bâtiment aujourd'hui, mais ça peut aussi être simple en faisant des bons choix, en accompagnant le client, en s'assurant qu'on prend des bonnes décisions. Donc, il faut penser à la résilience, au changement climatique. Donc, tu sais, c'est là, tu sais. Donc, l'entrepreneur d'aujourd'hui, je pense que doit penser à toutes ces données-là. Puis, vos projets sont principalement sur l'île de Montréal? Principalement, oui. En as-tu fait ailleurs dans la couronne? Oui. OK. Est-ce que tu trouves qu'il y a une tendance plus à Montréal, que les clients sont plus consciencieux justement à utiliser des matériaux plus écologiques, peut-être plus performants, à un coût supérieur, parce que justement c'est bon pour leur propriété, versus peut-être alentour, où c'est vraiment une tendance de plus en plus commune? Écoute, je te dirais que majoritairement, mes clients sont surtout à Montréal. J'ai eu quelques clients à l'extérieur, mais je pense que le client est de plus en plus sensible aujourd'hui. Faut juste ouvrir le sujet, ouvrir la discussion. OK. Puis lui présenter un peu des produits plus performants, des produits plus écologiques, lui parler de prix, des avantages, des différents. Il y a beaucoup de désinformation aussi sur Internet. Les clients, souvent, ils magasinent puis ils cherchent. Mais moi, quand je rencontre les clients les premières fois, là, ils sont mêlés. Qu'est-ce qui est bon? Ça, c'est-tu meilleur que ça? Je me suis fait dire que, tu sais... Par qui? Ben, c'est parce qu'ils connaissent pas l'industrie, tu sais. Exact. Moi, je nage là-dedans tous les jours, tu sais, comme toi aussi, tu sais. Qui dit vrai, tu sais? Même nous, on doit chercher souvent la bonne information, tu sais. Il y a beaucoup de mauvaises perceptions aussi auprès des travailleurs de la construction aussi. Les gens pensent que telle laine est meilleure qu'un autre, tel isolant est meilleur qu'un autre. Ouais. Mais c'est pas nécessairement vrai. Donc, il faut faire attention à ça. C'est ça que je veux dire par résilience aussi. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'un produit est meilleur qu'un autre parce que on se l'est fait dire par le vendeur ou la belle fiche du produit nous présente ça comme la panacée. Là, ouais. C'est pas ça. Il faut vraiment aller voir un peu plus loin que ça. Ouais. Puis je vais y aller un petit peu plus précis. Je t'ai pas parlé de ça pendant notre rencontre, puis c'est drôle, je t'ai pas parlé de ça. Mon père est inspecteur bâtiment à son compte, puis ma première petite job, c'est justement d'être assistant avec lui. Et il m'amenait sur des inspections de bâtiments de tout âge. Puis il m'expliquait justement les plafonds popcorn. C'est que ça peut être autant dangereux que ça peut ne pas l'être parce que dans ces années-là, c'était une manière d'isoler qui était commune, mais finalement, on a compris que c'était pas bon, justement, c'était toxique. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Mettons que tu arrives dans un bâtiment et que ça, c'est genre, là, on fait quoi? C'est quoi l'analyse? C'est quoi le... Ouais, c'est des genres de plafonds avec un genre de plâtre. Là, ouais, tu sais, la poussière blanche, là, c'est une manière d'isoler. Je me souviens plus le nom de ça. Là. Oui, OK. Écoute, c'est dur. Dans le fond, ta question, c'est... Mais dans le sens, quand tu as une problématique de même, c'est quoi, là? Faut que tu engages un inspecteur, tu fais une analyse. C'est quoi, tu fais un... mettons, tu as un deuxième étage, mettons, tu veux, je sais pas, agrandir en haut, tu fais le plafond. Là. Quand on démolit, on s'assure d'avoir une entreprise qui vient faire des fois, on peut prendre faire un prélèvement d'échantillons, puis faire analyser en laboratoire. Puis s'il y a des contaminants là-dedans, il faut décontaminer le bâtiment de façon appropriée. Oui, exactement. Ouais. OK. Non, c'est intéressant. Ça. Donc, on regarde ces choses-là. On sait que dans les vieux bâtiments, il y a encore la fameuse amiante que tout le monde a peur. Là, mais, oui, c'est l'amiante. Oui, c'est ça. Exact. Fait que c'est du cas par cas. Oui, 100%. Non, c'est intéressant. Parce que quand vous bâtissez sur l'île de Montréal, est-ce qu'il y a des normes spéciales? Dans le sens comme que vous deviez être plus consciencieux qu'ailleurs dans d'autres régions du Québec? On ne sait pas, là, mais...
Probablement que oui. Là. Conscientieux au niveau de l'environnement, tu veux dire? Ben, environnement extérieur, peut-être intérieur aussi, construction, parce qu'il y a des bâtiments plus rapprochés, tu sais, pas empiéter sur l'autre. C'est de la machinerie, tout ça, tu sais, juste... Ben, il y a des règles de base, tu sais, un peu c'est très, très logique, là, tu sais, de faire attention à, tu sais, à la poussière, aux contaminants, c'est sûr et certain, tu sais, on est tous collés à Montréal, fait que c'est sûr que faire attention aux voisins immédiats, tu sais, quand on part, un exemple, tu sais, c'est comme la poussière, les maçons, par exemple, quand ils mélangent... Ou le bruit, on s'entend. Oui, T'sais. oui. Ouais, faut être respectueux de nos voisins parce que ça part mal, là, si tu t'affiches comme une entreprise qui a un souci dans l'environnement, ben il faut que ça suive aussi sur le terrain un peu, là, tu sais. C'est intéressant. Puis comment tu enseignes ça justement à tes sous-traitants? Ou enseignes ça, tu amènes ces bonnes valeurs-là, des bonnes pratiques? Bien, premièrement, c'est de travailler avec des gens, comme j'ai dit tantôt, qui ont la même vision que toi, tu sais, qui partagent les mêmes valeurs, tout ça, tu sais, c'est beaucoup de... Il y a de la sensibilisation là-dedans aussi. Puis c'est de discuter avec eux, tu sais. Tu sais, tu choisis pas un sous-traitant juste pour choisir un sous-traitant parce que le prix est bon, tu sais, c'est faut moi, je discute souvent avec mon équipe, là, tu sais, on parle de produits, on a des conversations, on a des débats aussi, des discussions débats, tu sais, sur des affaires, tu sais. On n'est pas toujours d'accord, là, mais l'important, c'est de faire avancer ces discussions-là, tu sais. Cool. Tantôt, on a touché à ça, la revalorisation du matériau de construction. Comment vous opérez ça dans le processus quand vous faites justement une grande rénovation? Oui, donc quand on arrive tôt dans le projet, comme j'ai dit tantôt, en processus de conception, on rencontre le client, on a le temps de se prendre d'avance. Puis ça, le mot-clé, c'est le temps. Quand tu as le temps de te prendre d'avance, tu peux sélectionner. Ce qu'on fait, en fait, c'est simple, c'est quand on rentre dans le bâtiment, on fait une présélection des éléments qu'on peut récupérer et revaloriser. Donc, on fait une liste. On implique le client aussi dans le processus. Fait que ça nous permet en même temps de le responsabiliser, puis de voir comment le processus fonctionne, et puis de lui montrer qu'il y a de la valeur à ce processus-là aussi, là, tu sais. Et après ça, on communique avec nos collaborateurs, on a différents organismes avec qui on travaille, on a des artisans aussi qui sont intéressés à récupérer du bois. Ah, OK. Ben ouais. Ouais, puis après ça, ben, ça part, c'est soit faire sous forme de don, majoritairement, je te dirais, ou des fois, c'est vendu. Mais c'est vendu à des montants vraiment dérisoires. Ouais. C'est juste pour dire que, écoute, l'objectif, là, c'est juste de donner une deuxième vie. Là. C'est pas le but de refaire un autre business. Non. On veut faire on veut pas juste faire un effort. On veut que ça se fasse partie de notre processus. Là. Tu dirais qu'il y a beaucoup de gaspillage si on fait pas ce processus-là dans ton expérience? Oui, il y a beaucoup trop de gaspillage. Moi, je suis dans le domaine de la rénovation, fait que on déconstruit. Là. On démolit pour reconstruire. Fait que c'est pour ça que je fais attention. Faut déconstruire en premier pour avoir le moins de déchets de démolition à la fin de la démolition. Tu sais. Ouais. Donc, plus tu revalorises certaines composantes du bâtiment, moins que tu as de déchets. Ouais. Non, C'est niaiseux, mais si on récupère 3-4 containers en moins, ben multiplié par combien d'entrepreneurs qu'il y a au Québec, là, l'empreinte carbone, là, quand on parle d'empreinte carbone, là, elle est là. La solution n'est pas... puis je parle beaucoup avec mes confrères, puis tout ça, des sous-traitants, puis si chaque entrepreneur récupérait 5 ou 10 là, minimalement. Minimalement. Puis... mettons que c'est exigé ces plans. Là. Mettons que la municipalité exige une récupération minimale de 10 de la matière. T'imagines-tu la différence que ça ferait au bout de la ligne? Puis c'est pas compliqué. Là. C'est pas très compliqué. C'est quoi l'effort en tant que tel sur le chantier? C'est quoi? Il faut séparer ça par bac, par matériaux? C'est quoi Ben, c'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps. C'est sûr que smasher des portes, là, c'est beau, là, mais puis la dépiner, la porte, là, ça n'a pas pris plus de temps. Il faut que tu l'enlèves, la porte. Là. Donc, c'est juste une approche différente. C'est juste de repenser de voir cette étape-là de déconstruction comme une étape qui ajoute de la valeur à ton processus. Puis quand tu le vois de cette façon-là, sous un autre angle, là, subitement, tu commences à trouver des façons différentes d'approcher cette solution-là. C'est juste de changer ce paradigme-là, ce réflexe dans la tête, de dire
à la place de démolir, je peux juste déconstruire. Mm. Puis ça va peut-être prendre quoi? Une journée de plus? Tu sais, à la fin. Tu remets des matériaux en don. Le client reçoit un reçu d'impôt qui est un don de charité qui est déductible en reçu d'impôt. Hmm. Et puis... OK, c'est le client. Ben oui, oui, parce que ça... ben, quand tu envoies ça, il y a plusieurs organismes là, qui émettent un don de charité. Là. Donc, si tu remets, par C'est exemple, minimum, il y a des organismes, c'est minimum 500 $ minimal Ouais. de valeur. Mhm. Mais tu reçois un reçu d'impôt d'un don de charité de 3000 $, c'est quand même pas rien. Là. Fait que c'est le fun pour le client. Tu as sauvé 3-4 containers en plus. Si on s'entend, Ouais. un container, là, c'est plus 500 $. Là. Fait que, tu sais, c'est juste du win-win. Là. L'entrepreneur, ça y a pris un peu plus de temps. Mais whoop, il revend 3-4 bébelles, puis il récupère ses frais de gestion. Ouais. Tu sais, fait que, à la fin de la journée, là, tu sais, c'est... Fait que pourquoi tout le monde fait pas ça? Parce que c'est pas valorisé. C'est pas valorisé. C'est simple de même. Tu sais, je peux juste te dire ce mot-là. C'est une étape que tout le monde s'en contrefiche. Mm. Puis c'est juste pas valorisé. On y pense pas. Mm. Puis moi, je trouve ça aberrant qu'on soit encore rendu en 2024. Mhm. Tu veux dire, la planète, là, c'est rendu, tu sais, je vais le dire vraiment humblement, là, c'est quasiment rendu une poubelle, là, tu sais. Tu sais, l'industrie de la construction, là, génère les déchets en général, là, représentent, en fait, je vais leur dire autrement, là, l'industrie de la construction génère 30% des déchets globalement. Mm. Donc, tu sais, si tu regardes la pointe de Au tarte, Québec, là, tu veux dire? ben oui, exact. Sac, c'est énorme. Ouais, fait que, tu sais, on a une grosse empreinte là, sur les déchets, au niveau des déchets dans l'ensemble, là, tu sais, de la pointe de la tarte, là. Ouais, puis je pense qu'il faut prendre ça un petit peu plus at large, de genre, quand tu fais cet effort-là, d'implanter ça sur tes chantiers de rénovation, l'impact que tu peux avoir sur ta communauté est vraiment incroyable, là, sur les gens qui t'entourent. Puis aussi, au niveau de l'économie circulaire, même si c'est Ouais. un petit montant, en quantité, mais ça serait assez intéressant pour le client. Ça, je ne savais pas justement, le don de charité. C'est cool, c'est un petit peu plus dans les poches du client, c'est le fun. T'sais. Exact. Why not? Exact. Puis, tu sais, le client, subitement, le client voit ça comme un processus qui a une valeur. Ouais. Puis aussi, ben, il se sent peut-être aussi un petit peu moins coupable, tu sais, parce que, tu sais, on s'entend, là, tu sais... On le voit, là, les containers, Ben là, oui. déchets, c'est vraiment... Il y en Pas a... le fun. Ben, c'est ça, tu regardes ça, tu vois ça partir, tout mêlé là-dedans, là, tu sais, ça s'en va au Ça site s'en va, d'enfouissement. on sait là. où ça en va, là, Ça- c'est ça. on creuse, tu sais, c'est pas compliqué, on creuse un trou puis on enfouit, là. C'est littéralement ça? Ben oui, c'est la machine passe dessus, tu sais, on creuse Ok. puis on enfouit, tu sais. OK, c'était... Mais, je pensais qu'il y avait un autre... Tu sais, moi, des fois, là, tu sais, il faudrait quasiment aller dans un site, tu sais, monter le processus à un client, comment ça se passe. Un container, tu sais, Ça serait bon. ça part du chantier, Sensibilisation. puis ça s'en va jusqu'où, tu sais. Puis, je te dirais que, tu sais, Mais tu vois, il y aurait une sacrée bonne vidéo promotionnelle Ouais. à faire par rapport à ça. C'est quelque chose. Tu sais, Aïe, aïe. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est une façon pour nous de redonner un peu à la planète, puis de soulager la planète. Je pense que c'est le futur. Tu sais, tout entrepreneur devrait être conscientisé à commencer demain matin, pas dans 3 jours, dans 4 jours, demain matin, à faire commencer par quelque chose. Même si c'est tu récupères 3 portes, ben tu as commencé à quelque part, tu sais. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire ça, tu sais, au début, c'était frustrant parce que Ouais. c'est le réseau, tu sais. Le réseau est difficile à monter, tu sais. Mais quand tu as trouvé des organismes, des partenaires, puis tout ça, Que tu peux te fier, mais là... ouais, parce que là, tu sais, il faut que tu trouves des preneurs. Tu sais, tu as de la matière que tu veux C'est revaloriser, mais tu l'envoies où, tu sais? Fait que c'est ça qui est difficile, c'est de trouver des gens qui vont reprendre cette matière-là. Parce que tu sais, tu pourrais entreposer ça mettre ça dans un entrepôt, puis c'est beau, là, mais faut que tu trouves Que un ça preneur, tu réutilise. sais. Ouais. Donc, c'est ça qui est le plus difficile. Mais Puis à chaque fois, tu es capable de dire qu'en majeure partie, tu es capable de donner. écoute, du dernier projet, là, on a déconstruit pas mal, puis à chaque projet, on en donne de plus en plus. Fait que pour Ok. nous, tu sais, on le calcule pas. Tu sais, éventuellement, on va commencer à bâtir un historique là-dessus, là, commencer à mettre du data, là. Ouais. Mais à chaque projet, on en donne de plus en plus. Mm. Puis nous autres, on veut continuer là-dedans. Là. On peut pas, on s'en va en augmentant. Là. C'est le fun. Ouais.
c'est inspirant. Puis j'imagine que des nouvelles entreprises qui veulent se lancer justement en rénovation, puis ils vont pouvoir s'inspirer de ton modèle, tu sais, puis les autres aussi. Les anciennes entreprises qui sont peut-être plus vieux jeux, qui va peut-être avoir une petite relève plus jeune, qui vont dire, hey, genre, faudrait adapter ces nouvelles pratiques-là. En fait, il faut, pour notre futur, je pense, écologique. Ben, je pense que oui. Tu sais, c'est une question de sensibilisation, puis tu sais, je pense que la jeune la nouvelle génération, les gens qui sont un peu plus jeunes que moi, tu sais, je le vois un peu sur le terrain, tu sais, tu sens qu'il y a un intérêt, mais on dirait que ces gens-là manquent de ressources. Je pense que c'est des monétaires? Ouais. OK. Ben, des ressources, pas monétaires, mais c'est plus les ressources humaines, tu sais, comme je te dis, et ressources humaines et des entreprises qui œuvrent dans ce milieu-là, tu sais. Qui aller voir, j'appelle qui, tu sais, y a-tu un numéro que je peux appeler ou des organismes qui sont visibles, tu sais, que il faut trouver ces gens-là, tu sais. Mais dans le fond, c'est ça, c'est peut-être simplifier ce réseau-là, de le rendre plus accessible, de le mettre Exact. plus en valeur. C'est comme l'œuf et la poule, on dirait, là. Exact. Mettre ça en valeur. Puis j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de la réutilisation un peu énergétique d'un bâtiment. Fait que là, on a parlé, bon, d'isolation. Y a-t-il d'autres manières, peut-être, de rendre un bâtiment plus autosuffisant? Ben, autosuffisant, c'est certain, oui. Tu sais, nous, c'est notre vision. Quand on réalise des projets, on pense à l'efficacité énergétique. Ouais. C'est super important, d'où la raison pourquoi on est allé chercher une certification Passivhaus, un institut Passivhaus aussi. OK. Puis ça, ben, en gros, c'est des bâtiments qui consomment très peu d'énergie. Ça consomme, une maison certifiée Passivhaus, ça consomme environ 90% moins d'énergie qu'un bâtiment conventionnel. 90%, là. Incroyable. Ouais, c'est ça. Okay. Puis ça, c'est tous des petits détails, tu sais. C'est tous des petits détails. Des principes d'étanchéité. Il faut que ça soit une étanchéité vraiment sans pont thermique. Des fenêtres triple vitrage avec une orientation maximale pour le gain solaire. Parce qu'au Québec, on s'entend, là, je veux dire, il faut qu'il y ait un niveau d'isolation supérieur que si on bâtit en Californie. Fait que au niveau des normes, des nouvelles pratiques. Tu m'avais parlé justement vous fiez au document ou du livre du bâtiment de 2016. Ouais. Ben c'est ça, c'est le code du bâtiment a toujours un décalage au niveau de l'application sur le terrain. Ouais. Comment tu navigues entre les nouvelles méthodes de fonctionnement et ça, tu sais, c'est comme... Ben nous, tu sais, tous les bâtiments qu'on livre, là, on est toujours en haut de ça, tu sais. OK, une coche de plus. Faut pas oublier, oui, littéralement. Le code, c'est le minimum, hein. C'est OK, ouais. C'est le minimum. Fait que tu peux pas faire en bas du minimum. T'sais, légalement parlant, t'as pas le droit de faire ça. T'sais. Mais nous, le minimum, on le fait pas. T'sais. On fait 3, 4 steps en haut de ça. Là. Parce que on le voit, l'environnement, on le voit, le climat, comment ça bouge. Puis faut que nos bâtiments soient le plus performants possible, dans la mesure du possible, et le plus résilient. Ça, c'est vraiment, là, c'est notre priorité. Puis penser à l'environnement là-dedans, la récupération, c'est vraiment quelque chose. Tu sais, nos ancêtres ont... Tu sais, les bâtiments que je rénove, là, c'est des bâtiments qui ont 100, 150 ans. Tu sais, ça a tenu debout pendant 150 ans. Ah oui. Il n'y a aucune raison qu'on bâtisse, qu'on réalise un projet qui dure 50 ans. Là. Moi, c'est... Je dis à mes clients, moi, tu me reverras plus jamais, là. Tu sais, tes enfants vont reprendre ta maison, puis je veux que le bâtiment soit encore, encore viable, là, tu sais. Je vois tellement d'histoires d'horreur de vidéos en ligne de genre de nouvelles constructions 2016, 2018, 2020, puis c'est comme il y a des joints qui ont été mal faits, la brique, c'est tout croche. C'est neuf, là, ou ça fait quelques années, là, puis c'est tout mal assemblé. C'est ça, un problème de quoi? D'attention, justement, de l'entrepreneur général, peut-être? Ben c'est ça, c'est une mauvaise... C'est la mise en œuvre des éléments, la rapidité, peut-être qu'ils veulent faire beaucoup c'est ça. Peu de temps, des fois, il faut aller vite, puis c'est des petits détails, là, tu sais. C'est pas des grosses affaires. Tu sais, faut pas oublier que la science du bâtiment, tu sais,
est pas tout à fait bien compris en général. Là, les gens appliquent des matériaux sur les bâtiments. C'est pas rare. Souvent, je pose des questions aux gars, parce que moi, j'ai une curiosité infinie. Là. Je pose des questions, je sais pas toutes, là. Fait que je pose des questions. Hey, pourquoi tu poses ça comme ça? Pourquoi on pourrait pas installer sur une autre pièce par-dessus? Ah, je sais pas, on l'a toujours fait ça de même. OK, mais je comprends, mais pourquoi sais-tu pourquoi tu le fais? Ben, on l'a tout le temps fait. Il n'est pas capable de m'expliquer pourquoi il le fait comme ça. Ben, mais à quoi ça sert un solin, tu sais? À quoi ça sert un larmier, tu sais? Je le pose de même. Ben, je le pose de même parce que l'image, la fiche technique indique ça comme ça, tu sais. Ouais, je comprends, mais à quoi ça sert, tu sais? Pourquoi tu es prêt de me l'expliquer, tu sais? Fait que, tu sais, moi, ça me dépasse, tu sais. C'est un problème à la base de l'information, peut-être. Oui, c'est ça, l'éducation, mais l'éducation, les connaissances, tu sais, la formation, tu sais. Il faut vraiment que les gens soient mieux formés. La formation continue, ça, c'est bien, tu sais, mais... Est-ce qu'il y en a de la formation continue, justement? Il y en a en formation continue. Moi, je pense que c'est pas encore assez, mais au moins elle est là. Donc, c'est déjà bien, tu sais. Mais on peut juste faire plus, tu sais. Puis c'est là que les entrepreneurs vont se démarquer, tu sais. Les connaissances. Tu sais, tu peux vendre n'importe quoi à un client, tu sais, mais quand tu es capable de bien l'expliquer... Oui, parce que lui, il peut t'amener des bonnes questions. C'est comme, OK, mais je sais même pas c'est quoi ce terme technique-là. C'est ça. Ça va mal, là. C'est ça. Puis quand tu l'expliques bien au client en début de processus, comme j'ai dit tantôt, tu sais, puis tu dis au client, regarde, c'est important de mettre de l'argent dans l'enveloppe, là. L'enveloppe, là, c'est ça qui va te coûter le plus cher à rénover dans le futur. Là. Tu veux pas avoir à toucher ça dans 20 ans, dans 50 ans. Ton enveloppe, il faut qu'elle soit vraiment béton, tu sais, bien réfléchie, bien pensée. Les portes et fenêtres, même affaire, tu sais. Mais quand tu es capable de bien l'expliquer, bien le faire comprendre, puis les avantages et les inconvénients, le client, il est vendu, là. Tu sais, son compteur de granit, son compteur de quartz, ça, qu'il voulait, là, tu sais, ben, il va y penser 2 fois, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est ça. Ben, j'ai pensé une grosse question. Vu que tu es dans le domaine de la construction, c'est pas exactement ça que tu fais dans les nouvelles constructions. Disons, promoteur en bâti une maison, par exemple. Pourquoi c'est si compliqué de bâtir au Québec? On le dit, il manque de loyer, il manque de place où vivre. Tu es quand même en bon contexte pour comprendre peut-être un peu la mentalité des entrepreneurs. C'est-tu une complexité au niveau de la législation, d'aller chercher de la main-d'œuvre de qualité peut-être? C'est quoi un peu l'enveloppe globale là, de la situation, selon toi? Ben écoute, c'est sûr qu'il y a plusieurs barrières, tu sais, puis je pense pas que c'est pour mal faire. Il y a beaucoup d'échelons, tu sais, le système est un peu lourd aussi par endroits, tu sais. On est ancré aussi sur des pratiques très traditionnelles au Québec, tu sais, de construire un bâtiment toujours de la même façon. Des nouvelles technologies, il y en a. Des nouvelles façons de faire, il y en a. Moi, j'en connais plein. Mais j'en vois pas sur le terrain. Fait que on est pogné dans nos vieilles façons de faire, puis on est confortable là-dedans. Fait que je vais pas te couper, mais dans le fond, c'est-tu une question de coût ou de... Ça me tente pas de m'instruire là-dessus, j'ai une formule qui marche. Ça me tente pas de me casser la tête. Ah, c'est littéralement ça. Ouais. Ça me tente pas de me casser la tête, je veux pas prendre de risques. Fait que je suis le chemin le plus facile. Ouais, OK. Regarde, moi, je le sens, je le vois, je fais des conférences, là, tu sais, je le vois dans la salle de 100-150 personnes, et je les entends les entrepreneurs parler, là. Fait que, tu sais, même jusqu'à la semaine passée, j'étais en conférence aussi, là, tu sais... Tu sentais ça? Ben oui, tu sais, c'est no risk, no reward, là, tu sais, il y en a des façons de faire différemment. Ça existe. Puis on réinventera pas la roue, là, tu sais. Non. Donc, il faut juste les mettre en application, s'entourer. Tu sais, il y a une façon de prendre des risques aussi, tu sais. S'entourer avec les bonnes personnes, les bons professionnels, puis naviguer là-dedans. Puis c'est une façon de se différencier aussi, là. De se démarquer aussi par rapport à la compétition, là. Ben oui. Tu l'as fait une fois, ben après ça, la deuxième fois, tu sais, tu vas être encore meilleur, tu vas être... Ben, je pense que oui, puis ça, c'est justement le point que tu te démarques dans cette manière-là, dans ton processus. Puis je pense que ça, c'est parfait, mais peut-être en majeure partie dans ton domaine, les gens, ils vont y aller dans la mentalité le plus bas soumissionnaire. Je sais pas si c'est le même. Oui, ça marche encore beaucoup comme ça. C'est pas toujours le cas, mais c'est beaucoup comme ça. Tu sais, le client voit souvent le prix. Puis le prix, tu sais, c'est le nerf de la guerre, là, tu sais.
Mais moi, je joue pas sur cette T'es pas carte-là. là-dedans. Non, je suis pas. J'essaie de. Moi, si le client vient me chercher pour le prix, ça part tout de suite mal en partant. Là. Ouais, déjà là, c'est pas un client que tu veux faire affaire, fait que ça marche Ben, pas. c'est ça, tu sais. Il faut commencer à discuter en premier. Là, c'est quoi tes besoins, puis qu'est-ce que tu cherches, tout ça, tu sais. Puis c'est ça. T'es capable de le sentir, je pense, quand dans même. les premiers appels. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est intéressant. Fabrizio, j'ai une petite dernière question pour toi. Plus personnelle. T'es rendu à quel âge pour l'audience? 47. 47 ans sur cette terre. Quel conseil que tu te donnerais à un Fabrizio de 25 ans? À 25 ans, ben écoute, si j'avais recommencé à 25 ans, quand j'ai démarré mon entreprise en ébénisterie, tu sais, j'ai fini mon cours en ébénisterie, puis je suis parti tout de suite en affaires. Si j'avais recommencé, j'irais me faire les dents un peu plus sur le terrain avant de partir mon entreprise. Malgré que ça n'a pas été un si grand drame que ça, parce que j'ai beaucoup appris. T'sais, chaque chemin que tu prends, t'amène à une destination différente, là, on s'entend. Là. Mais c'est ça, c'est en gros, je pense que c'est ce chemin-là que je ferais différent. Peut-être que je serais rendu ailleurs aujourd'hui. Peut-être que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, mais peu importe, je pense que ce serait le choix que je ferais. Là. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Oui. C'est quoi ta vision pour ton entreprise en 2025? La mission? Ta vision. Ma vision? Ma vision, c'est de bâtir des projets qui sont résilients, qui vont de voir le plus loin possible dans le futur, qu'est-ce qui s'en vient, d'être à l'avant-garde, d'aller chercher l'extérieur, même du pays, des nouvelles façons de faire, de s'inspirer de d'autres techniques de construction, des nouveaux matériaux, être curieux, s'inspirer des gens qui font de bonnes choses, puis penser à notre planète aussi, là, parce que la construction, là, on a vraiment une grosse empreinte écologique sur la planète. Là. Je pense que tu parlais aussi de la Suède, là, dans notre meeting, qu'il y avait beaucoup d'inspiration au niveau Ouais, de la... les pays scandinaves, c'est une culture qui m'a beaucoup inspiré dans les dernières années. J'ai été au Danemark, j'ai été en Suède aussi. Ouais. Juste de discuter avec ces gens-là, tu es complètement ailleurs. Là. C'est une autre vision, une autre façon de penser. Okay. Ouais, ça prend pas grand-chose des fois. Fait que, mais non, c'est ça, c'est inspirant. Puis, tu reviens ici, puis tu as le goût d'aller encore plus loin. Changer un peu les non-dits. Oui, exact. Fabrizio, merci pour l'impact que tu as sur la société québécoise at large, vraiment, parce que ça reste que c'est des endroits que tu bâtis, que les gens y vivent. Fait que merci. Merci beaucoup. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.